Bonjour. Euh, je voudrais vous entretenir de l'Ukraine et de ce qui ne fait pas la nouvelle. La Russie peut être blâmée d'être intervenue militairement en Ukraine, mais l'OTAN et les États-Unis peuvent être blâmés de les avoir provoqués. La situation est semblable à celle du Hamas, qui, en désespoir de cause, lance des missiles sur les populations civiles israéliennes. Il s'agit d'un crime de guerre, à n'en pas douter, mais quand on opère un certain recul, on comprend les causes profondes du conflit qui permettent d'expliquer comment on en est arrivé là. L'occupation et la colonisation de la Cisjordanie, le blocus de Gaza et les mille et une exactions quotidiennes commises par l'armée israélienne contre le peuple palestinien permettent de comprendre ce qui se passe. Bien entendu, la Russie est incomparablement plus forte que le Hamas, mais les États-Unis sont incomparablement plus forts qu'Israël. Certains seront cependant tentés de distinguer les deux situations en soulignant le fait qu'Israël occupe le territoire et agresse physiquement le peuple palestinien, alors que ce n'est pas le cas des États-Unis face à la Russie. Et pourtant, la Russie peut-elle aussi avoir des réclamations sécuritaires légitimes? Les peuples n'ont pas seulement le droit de ne pas être physiquement agressés, ils ont aussi le droit à la sécurité. La Russie a depuis longtemps fait valoir le principe de l'indivisibilité de la sécurité en Europe. Un pays ne doit pas renforcer sa sécurité aux dépens de celle des autres. Ce principe est présent dans le traité d'Istanbul de 1999, signé par les membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Un pays qui s'allie à l'OTAN et donc aux États-Unis et qui peut à ce titre être un lieu d'installation de missiles nucléaires remet en cause la sécurité de la Russie et la place face à un péril évident, surtout s'il lui est géographiquement voisin. Quand un fusil est posé sur votre tempe, il n'y a pas d'agression physique à proprement parler, mais votre sécurité est quand même compromise de manière criminelle. Ainsi que je vais le montrer, ceux qui voient l'intervention russe comme un geste de pure paranoïa sont des gens géopolitiquement ignorants. Alors, qu'est-ce qui explique l'escalade insensée dans laquelle nous sommes engagés? À mon avis, c'est le rêve américain d'un monde unipolaire et d'une hégémonie planétaire qui explique comment on en est arrivé là. Pour comprendre comment ce rêve fou peut être possible alors que les États-Unis ne représentent pas plus que 4% de la population mondiale, il faut se mettre à la place des dirigeants américains. Le pays est la première puissance économique mondiale. Le dollar est la devise de référence. Avec la dissolution du RSS, on semble parvenu à la fin de l'histoire telle que décrite par Francis Fukuyama dans un livre paru en 1992. Le capitalisme semble victorieux. Sur le plan militaire, les Américains sont aussi les plus forts. Les dépenses états-uniennes à cet égard dépassent maintenant 750 milliards de dollars par année. C'est plus que les 9 puissances suivantes réunies. La Russie dépense pour sa part seulement 60 milliards de dollars par année. Les Américains ont en outre été en guerre pendant la plus longue partie de leur histoire. Le pays a même, pendant un certain temps, mené 7 guerres de front. Il est intervenu militairement plus d'une centaine de fois depuis 1991. Les États-Unis ont 800 bases militaires partout à travers le monde, dont 400 encerclant la Chine, alors que la Russie n'en a que 9. Les États-Unis ont imposé des sanctions à des dizaines de pays, incluant la Chine et la Russie, bien sûr, mais aussi le Liban, l'Iran, l'Afghanistan, la Libye, Cuba et le Venezuela. L'anglais est la lingua franca internationale et le cinéma hollywoodien est partout présent. Alors, comment, dans ces conditions, résister à l'envie de dominer le monde? Comment ne pas céder à l'envie de posséder l'anneau du pouvoir? Or, dans la conjoncture actuelle, le rêve fou des Américains est confronté de plus en plus à une dure réalité. La Chine s'apprête à les supplanter comme première puissance économique mondiale et la Russie joue un rôle économique de plus en plus important en Europe, surtout grâce au pipeline Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ensuite, le BRICS, cette association réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représente 42% de la population mondiale.
c'est à environ 3,1 milliards d'habitants. En 1990, leur poids dans le PIB mondial atteignait à peine 10%, mais ils représentaient 25% du PIB mondial en 2018. Aujourd'hui, le BRICS totalise un PIB de près de 20 000 milliards d'euros et est plus élevé que celui du G7. Enfin, les Américains ont apparemment eu récemment de la difficulté à vendre des bons du Trésor, ce qui laisse présager une perte de confiance de plus en plus présente à l'égard du dollar comme monnaie de référence. La peur de perdre le contrôle sur l'idéal d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis est donc ce qui pousse les Américains à intervenir partout à travers le monde. L'islamophobie, la russophobie et la sinophobie sont des moyens utilisés par les Américains pour créer de toutes pièces un choc des civilisations et justifier les interventions militaires appuyées par l'OTAN au Moyen-Orient, en Ukraine et en mer de Chine. Mais venons-en à l'Ukraine. Les médias décrivent Vladimir Poutine comme étant à l'origine du conflit, comme s'il cherchait à reconstituer l'URSS. À ce propos, on a invoqué depuis quelque temps la figure du philosophe conservateur Alexandre Douguine, voulant à tout prix s'accrocher à l'idée que l'opération militaire russe s'explique à partir d'une logique interne à la Russie, qui serait l'influence de Douguine sur Poutine, et non comme une réaction à la provocation des États-Unis. Ce scénario imaginaire a comme insigne avantage d'évacuer les enjeux politiques et de ne pas tenir compte de l'éléphant états-unien dans la pièce. Et pourtant, les États-Unis ont rompu leur promesse de ne pas élargir l'OTAN au-delà de l'Allemagne de l'Est. Ils ont ajouté 14 nouveaux pays malgré l'opposition russe à tout élargissement de l'OTAN exprimée par Mikhail Gorbatchev, Boris Eltsine et Vladimir Poutine. Ils se sont retirés des traités portant sur les boucliers antimissiles en 2002 et sur les missiles à portée intermédiaire en 2019. Ils ont installé des bases militaires dans les nouveaux pays intégrés à l'OTAN. Ils ont installé des boucliers antimissiles capables d'être utilisés offensivement, notamment en Pologne et en Roumanie. Les Américains ont aussi appliqué à la lettre l'ensemble des mesures d'escalade proposées dans un document de 2019 de la RAND Corporation, un think tank financé en grande partie par le gouvernement américain à la hauteur de 360 millions de dollars par année. On peut y lire, je cite, ce rapport cherche à définir les domaines dans lesquels les États-Unis peuvent rivaliser à leur avantage. Ce rapport examine les vulnérabilités et les inquiétudes économiques, politiques et militaires de la Russie. Il analyse ensuite les options politiques potentielles pour les exploiter. Je cite encore, la plupart des mesures abordées dans ce rapport sont d'une certaine manière des mesures d'escalade. Et la plupart d'entre elles provoqueraient probablement une contre-escalade de la part de la Russie. Je cite encore, les mesures que nous examinons n'auraient pas pour objectif premier la défense ou la dissuasion, bien qu'elles puissent contribuer aux deux. Elles sont plutôt conçues comme des éléments d'une campagne destinée à déséquilibrer l'adversaire, en amenant la Russie à se battre dans des domaines ou des régions où les États-Unis ont un avantage concurrentiel, en poussant la Russie à se dépenser militairement ou économiquement, ou en faisant perdre au régime son prestige et son influence au niveau national et ou international. Parmi l'ensemble des mesures proposées, on trouve notamment celle-ci. Entraver les exportations de pétrole russe. Réduire les exportations de gaz russe. Entraver l'expansion des pipelines russes. Imposer des sanctions aux Russes. Fournir une aide létale à l'Ukraine. Augmenter les forces terrestres de l'OTAN en Europe. Augmenter les exercices de l'OTAN en Europe. Se retirer du traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les Américains ont présenté le retrait du traité de l'INF comme ayant été causé par les violations russes de l'entente contenue dans le traité. Mais il apparaît maintenant que c'est une initiative des États-Unis comme mesure d'escalade susceptible de déstabiliser la Russie. Les Américains sont donc allés de l'avant et ont décidé d'appliquer à la lettre ce plan. Et ce, malgré les avis contraires répétés de plusieurs politiciens anciens diplomates de carrière ou experts en géopolitique, et ce depuis plusieurs années.
George F. Kennan, par exemple, qui était le concepteur de la stratégie de l'endiguement de l'URSS pendant la guerre froide, a le premier fait valoir un point de vue critique dans un article intitulé A Fateful Error, paru dans le New York Times en 1997, à l'occasion duquel il écrit, je cite, l'élargissement de l'OTAN serait la plus fatale erreur depuis la fin de la guerre froide. On peut s'attendre à ce que cette décision attise les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes de l'opinion publique russe, qu'elle relance une atmosphère de guerre froide dans les relations Est-Ouest et oriente la politique étrangère russe dans une direction qui ne correspond pas vraiment à nos souhaits. William Burns, lui, qui est l'actuel directeur de la CIA, a écrit dans un mémo envoyé à la secrétaire d'État Condoleezza Rice en 2008 le texte suivant, je cite, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus vive de toutes les lignes rouges pour l'élite russe, et pas seulement Poutine. En plus de 2 ans et demi de discussions avec des acteurs russes clés, je n'ai encore trouvé personne qui considère l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN comme étant autre chose qu'un défi direct aux intérêts russes. 11 ans plus tard, il ajoutait dans ses mémoires, là où nous avons commis une grave erreur stratégique, c'est que nous avons ensuite laissé l'inertie nous pousser à demander l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie. Malgré les profonds attachements de la Russie à ces deux États et les protestations encore plus fortes. Cela a causé des dommages indélébiles et nourri l'appétit d'une future direction russe de se venger. Jack Matlock est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie. Il est l'un des rares spécialistes de la Russie dans le corps diplomatique américain. Juste avant l'invasion, entre guillemets, de l'Ukraine par la Russie, il écrit, je cite, puisque la principale exigence de Poutine est l'assurance que l'OTAN ne prendra pas de nouveaux membres, et en particulier pas l'Ukraine ni la Géorgie, il est évident que la crise actuelle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu d'expansion de l'Alliance après la fin de la guerre froide, ou si l'expansion s'était faite en harmonie avec la construction d'une structure de sécurité en Europe qui incluait la Russie. En plus de Kennan, Burns et Matlock, il y avait aussi Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État des États-Unis, Chas Freeman, ancien secrétaire à la Défense pour les affaires de sécurité internationale des États-Unis, William Perry, secrétaire de la Défense sous Bill Clinton, John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, Stephen F. Cohen, regretté professeur de la NYU et de Princeton, Noam Chomsky, intellectuel de renommée internationale, et Barack Obama, ancien président des États-Unis, euh, associé aux démocrates. Ils ont tous en vain essayé de faire comprendre que l'Ukraine était un intérêt vital pour la Russie, mais n'était pas un intérêt vital pour les États-Unis. La collaboration militaire entre l'Ukraine et les États-Unis a fonctionné à plein régime depuis le coup d'État de 2014, coup que les Américains ont instrumentalisé à leur avantage. 5 milliards de dollars US ont été engloutis pour favoriser le changement de régime. Des visites répétées de John McCain, Joe Biden, John Kerry et Victoria Nuland ont eu lieu pour préparer le coup. Ils ont tous rencontré des représentants de l'opposition ukrainienne et notamment Oleg Tyanibok, chef du Parti Liberté, Svoboda, qui a été classé en 5e position dans le palmarès des 10 plus grands antisémites de 2012 par la Fondation Simon Wiesenthal. Le nouveau premier ministre a été décidé par l'administration américaine sans consultation avec l'Union européenne. Fuck the EU, excite Victoria Nuland. Une Américaine fut naturalisée ukrainienne à la dernière minute pour pouvoir occuper, dès décembre 2014, la fonction de ministre de l'Économie. Les Américains ont mis sur pied des laboratoires de recherche portant sur des produits chimiques qui, toujours selon Victoria Nuland, ne doivent pas tomber aux mains des Russes, fermez les guillemets. La formation de soldats a par la suite été assurée, notamment par des militaires américains et canadiens. Les fortifications au cœur de l'Ukraine ont préparé la confrontation. Un équipement militaire a été installé. L'Ukraine était en train de devenir un membre de facto de l'OTAN. Zelensky annonça son intention de reprendre le contrôle sur le Donbass et de reprendre la Crimée.
L'armée ukrainienne se massait à l'est du pays. Le secrétaire d'État Anthony Blinken répéta en novembre 2021 que les États-Unis travaillaient à chaque jour pour inclure l'Ukraine dans l'OTAN et la vice-présidente Kamala Harris a renchéri par la suite en répétant la même chose. Le document russe préconisant la neutralité de l'Ukraine fut rejeté du revers de la main par les Américains. Alors, la Russie ne pouvait pas béatement accepter cette situation qui allait permettre aux États-Unis d'installer en Ukraine des boucliers antimissiles ou des missiles à portée intermédiaire, en principe susceptibles d'être aussi utilisés de manière offensive, comme ceux déjà installés en Pologne et en Roumanie, et qui allaient être suffisamment proches de la Russie pour être en mesure d'atteindre Moscou en quelques minutes seulement. Cela revenait pour les Russes à accepter d'avoir un fusil sur la tempe. Or, ceux qui ont accusé les États-Unis et l'OTAN d'être en grande partie responsables du conflit ont ipso facto été qualifiés de pro-Poutine. Les faits sont pourtant têtus et accablants. Les États-Unis sont bel et bien engagés dans une guerre par procuration avec les Russes en se servant des Ukrainiens comme d'une chair à canon. On ne devrait pas s'en étonner. Ce stratagème américain n'est tout de même pas nouveau. Les Américains se sont servis des Moudjahidines pour combattre les Russes en Afghanistan, des Contras pour combattre les sandinistes au Nicaragua, des Kurdes pour combattre Daesh et d'Al-Qaïda pour combattre le régime syrien. Ils se servent alors maintenant des Ukrainiens pour affaiblir les Russes et ils se servent déjà de plus en plus des Taïwanais pour s'en prendre à la Chine. Le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a d'ailleurs admis que les Américains cherchaient à affaiblir la Russie. Et le sénateur Lindsey Graham a parlé d'un combat devant être mené jusqu'au dernier Ukrainien. Alors la question se pose. Qui a à cœur le sort des Ukrainiens? Sont-ce les va-t-en-guerre qui font la promotion d'une intervention directe, d'une no-fly zone ou de l'aide militaire accrue? Ou ceux qui, depuis le début, accusent les Américains de jeter de l'huile sur le feu et de favoriser l'escalade au lieu de recourir à la négociation et à la diplomatie? L'interruption des négociations imposées aux Ukrainiens par l'OTAN, grâce à la mission de Boris Johnson, n'est pas critiquée seulement par la gauche que l'on qualifie de pro-Poutine, mais bien notamment par l'ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Hubert Védrine. Ce dernier écrit « Boris Johnson est irresponsable. Il est sur une ligne maximaliste, prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien pour affaiblir la Russie. » Alors, les Américains n'ont pas seulement forcé Zelensky à mettre un terme aux négociations avec les Russes, ils ont adopté une nouvelle politique concernant l'usage de l'arme nucléaire. Dans une note de service du service de l'information du Congrès américain publiée au mois de mars 2022, on peut lire l'examen de la révision de la position à l'égard du nucléaire de l'administration Biden a passé en revue la politique déclaratoire nucléaire des États-Unis, à savoir les déclarations que font les États-Unis concernant le moment, la manière et la raison de l'utilisation des armes nucléaires pour dissuader les adversaires et rassurer les alliés des États-Unis au sujet de leur engagement en matière de défense. Mais selon une fiche d'information de l'administration, cette politique nouvelle ne modifiera pas la politique ancienne pour inclure un engagement de non-utilisateur premier stipulant que les États-Unis n'utiliseraient jamais les armes nucléaires en premier dans un conflit. Et la nouvelle politique n'inclura pas non plus une politique de but unique stipulant que le seul but des armes nucléaires est de dissuader l'utilisation de l'arme nucléaire. Au lieu de ça, la nouvelle politique va déclarer que le rôle fondamental des armes nucléaires américaines, premièrement, c'est de dissuader de toute attaque nucléaire contre les États-Unis, nos alliés et nos partenaires, mais elle va indiquer cette politique également que les États-Unis n'envisageront l'utilisation d'armes nucléaires que dans des circonstances extrêmes pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis ou de leurs alliés et partenaires. Alors, cette politique américaine ne comporte pas un engagement à ne pas tirer en premier et la dissuasion n'est pas nécessairement le seul but recherché. Alors, depuis le début du conflit, on accuse à tort les Russes de vouloir conquérir de nouveaux territoires alors que la séquence des événements ne permet pas de lire les choses de cette façon. En réaction à la promesse faite
à Bucarest, d'inclure la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Les Russes sont tout d'abord intervenus militairement en Géorgie, mais ils s'en sont retirés par la suite. Ils n'ont pas voulu annexer l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Ils les ont reconnus comme des républiques souveraines. Il s'agissait de placer la Géorgie en face d'un problème concernant son rapport aux minorités russophones qu'elle considère comme faisant partie du pays. Alors, la reconnaissance en question par les Russes de leur souveraineté, c'est un bon moyen pour bloquer l'inclusion de la Géorgie dans l'OTAN, puisque pour faire partie de cette organisation, il faut être en bon rapport avec les minorités qui se trouvent sur le territoire. Au lendemain du coup d'État du 22 février 2014, c'est vrai, la Russie a annexé la Crimée, qui n'était plus cependant en sa possession que seulement depuis 23 ans, c'est-à-dire depuis la dissolution de l'URSS en 1991. Un référendum initié par la Crimée avait d'ailleurs déjà eu lieu avant même la dissolution de l'URSS, qui était très favorable à l'annexion, et les intérêts commerciaux et sécuritaires de la Russie entraient en ligne de compte. La Russie a organisé un second référendum qui fait un nouveau très favorable à l'annexion. Alors, le coup d'État de 2014, la révolution de Maïdan, les intérêts contrôlés par les États-Unis, les intérêts sécuritaires et commerciaux de la Russie, de même que les deux référendums, permettent de comprendre les motifs de l'annexion. Le Parlement ukrainien adoptait cependant, dès le lendemain du coup d'État, le 23 février 2014, un décret annulant les lois linguistiques qui protégeaient les minorités russophones de l'Ukraine. Alors, les oblasts de Lugansk et de Donetsk ont déclaré leur indépendance. Pour mater ces deux régions sécessionnistes, des milices néo-nazis ou ultranationalistes se sont engagées dans une guerre civile qui a fait 14 000 morts. Moscou a malgré tout refusé de reconnaître les deux nouveaux États et a privilégié les accords de Minsk, qui auraient eu pour effet de restaurer les droits des russophones en vertu d'un amendement constitutionnel et qui auraient conféré une autonomie au Donbass. Pour les Russes, cela permettait d'espérer que leur soit accordé un droit de veto qui aurait eu pour effet de contrecarrer toute possibilité d'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN. Cependant, voyant que les accords de Minsk de 2014 et de 2015 n'allaient jamais être appliqués, comme les accords d'Oslo pour la Palestine d'ailleurs, les Russes ont procédé, comme pour la Géorgie, et ils se sont rabattus sur la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et de Lugansk en février 2022, tout juste avant de s'engager dans l'opération militaire du 24 février 2022. C'est seulement après avoir reconnu leur indépendance que les Russes ont pu être en droit d'intervenir. En effet, l'article 51 de la Charte des Nations Unies affirme le droit de se défendre et il permet à des pays agressés de demander l'assistance d'un pays ami. Le principe de la sécurité collective reconnu à l'article 51 de la Charte s'applique non pas à la sécurité interne. On n'a pas le droit, un État étranger n'a pas le droit d'intervenir sur un enjeu de sécurité interne, mais seulement lorsqu'il est question d'actes extérieurs d'agression pour aider un État ami. C'est pourquoi la Russie a reconnu les États de Donetsk et de Lugansk. C'est seulement parce que ces accords, donc, n'ont pas été, les accords de Minsk, n'ont pas été appliqués, que l'escalade a par la suite continué et que l'OTAN est intervenue à 3 reprises pour mettre fin aux négociations, que la Russie est par la suite passée à l'étape de l'annexion des deux républiques et des oblasts de Kherson et Zaporijie. Suite à l'opération militaire du 24 février 2022, certains ont comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Cette comparaison, en plus d'être complètement absurde, est profondément insultante car la Russie a été à l'origine de la victoire contre le régime nazi en 1945. Elle a subi à cette occasion des pertes de 26 millions de personnes civiles et militaires. Cette association entre Poutine et Hitler est d'autant plus odieuse que ce sont des bataillons néo-nazis ou ultranationalistes financés par des oligarques ukrainiens, notamment le bataillon Azov et Secteur droit, qui ont joué un rôle décisif, premièrement dans le renversement en 2014 du président ukrainien démocratiquement élu de 2010, deuxièmement dans l'abrogation des lois linguistiques garantissant les droits des russophones,
troisièmement dans le massacre d'Odessa, ainsi que quatrièmement dans la guerre civile contre les russophones du Donbass. Il faut savoir aussi que l'État ukrainien a intégré ces bataillons néo-nazis et ultranationalistes à l'armée ukrainienne, comme, comme en ont fait état à l'époque de nombreux reportages de la BBC. Depuis l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, cependant, les médias occidentaux ne font plus référence à ces bataillons en les décrivant comme des groupes néo-nazis. Et pourtant, le problème est profond. La population ukrainienne célèbre encore partout au pays l'héroïsme de Stepan Bandera, un collabo nazi responsable au début des années 40 de la mort de plusieurs milliers de juifs polonais. Même l'ambassadeur de l'Ukraine en Allemagne a refusé récemment de condamner Stepan Bandera. Depuis le début du conflit, on a aussi accusé la Russie d'avoir tiré sur des populations civiles ainsi que sur des écoles, des hôpitaux et des théâtres. Mais Amnesty International a démontré que l'armée ukrainienne s'installait dans ces bâtiments et se servait des civils comme boucliers humains. On a accusé les soldats russes aussi de violer systématiquement les femmes. Mais la procureure ukrainienne qui a fait ces allégations a dû démissionner faute de preuves fournies. On a accusé la Russie de bombarder des camps de prisonniers ukrainiens composés de membres du régiment néo-nazi Azov. La Russie aurait donc bombardé des prisons qu'elle a elle-même constituées et où elle a sous contrôle des prisonniers ukrainiens. Bizarre. Alors que l'Ukraine avait tout intérêt de chercher à museler ses prisonniers pour ne pas montrer à la face du monde la haine raciste qui les anime. Certains ont évoqué la possibilité que des milices russes soient à l'origine de l'assassinat de la fille d'Alexandre Doukhin, alors que son nom, de même que celui de son père, apparaît avec leurs coordonnées sur une liste de personnes jugées propagandistes confectionnée par les autorités américaines de Langley. Zelensky a accusé la Russie de lancer des missiles sur la centrale nucléaire de Zaporijjie, pourtant contrôlée par les Russes, alors qu'une autre version, sortie le lendemain, alléguait que l'armée ukrainienne finalement avait lancé des missiles à proximité de la centrale parce que l'armée russe y occupait les lieux, alors que la centrale était en fait gardée par une police russe et non par l'armée. Alors voilà maintenant qu'un sabotage des deux pipelines, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, a lieu et que l'on cherche encore une fois à accuser la Russie. Et pourtant, Vladimir Poutine venait tout juste d'affirmer qu'il était prêt à fournir à nouveau du gaz en Europe, pourvu que l'Europe mette fin aux sanctions. À l'occasion d'une intervention récente faite en septembre 2022 à Samarkand, il a dit, je cite, après tout, s'ils ont un besoin urgent de gaz, si la situation est si mauvaise, il suffit de lever les sanctions contre Nord Stream 2 avec ses 55 milliards de mètres cubes par an. Il leur suffit d'appuyer sur le bouton et ils le feront démarrer. Mais ils ont choisi de le fermer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas réparer un pipeline et ils ont imposé des sanctions contre le nouveau Nord Stream 2 et ne l'ouvriront pas. Sommes-nous à blâmer pour cela? Qu'ils réfléchissent bien à qui est à blâmer et qu'aucun d'entre eux ne nous reproche ses propres erreurs. Gazprom et la Russie ont toujours rempli et rempliront toutes les obligations découlant de nos accords et contrats sans jamais faillir. À l'opposé, Joe Biden a promis dès le début du conflit qu'il allait mettre fin au fonctionnement de ces pipelines. Le journaliste Joe Lauria rapporte l'échange suivant survenu en février 2022. Je cite l'article de Lauria. Le président Joe Biden, avec le chancelier allemand Olaf Scholz à ses côtés, a promis lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche au début du mois de février que les États-Unis étaient capables de fermer le gazoduc germano-russe Nord Stream 2 en mer Baltique si la Russie envahissait l'Ukraine. Un journaliste a demandé à Biden, mais comment ferez-vous exactement puisque le projet est sous le contrôle de l'Allemagne? Biden a répondu, je vous promets que nous serons en mesure de le faire. Alors, pendant le conflit, alors que les sanctions étaient en application, les pipelines avaient cessé de fonctionner. Mais alors que des manifestations en Allemagne commençaient à réclamer la fin des sanctions, et depuis qu'une certaine reprise des négociations entre l'Ukraine et la Russie pouvait à nouveau être envisagée suite à une initiative de l'Arabie saoudite, les Américains ont peut-être senti qu'il fallait passer à l'action pour ne pas que le fonctionnement des pipelines reprenne. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que des navires et des sous-marins de l'OTAN se sont livrés à des manœuvres quelques semaines plus tôt.
Un journal allemand aurait même également rapporté que les autorités scandinaves avaient été alertées par les Américains de l'éventuel sabotage des gazoducs. Le silence des médias occidentaux s'explique peut-être par le fait que la responsabilité américaine saute aux yeux. Ce qui vient de se produire est en tout cas d'une gravité innommable. C'est une escalade de plus qui place l'Europe dans une situation intenable. Il ne faut pas se surprendre d'avoir affaire à des mensonges. C'est un pattern, cela se répète constamment d'une guerre à l'autre. La stratégie du fer à cheval, prétendument développée par le régime serbe contre le Kosovo, servait à justifier une intervention militaire de l'OTAN, mais c'est une stratégie qui, selon le Der Spiegel, n'a jamais existé. L'histoire des bébés sortis de leur pouponnière à Kuwait City par les soldats irakiens et lancés sur le plancher froid où ils seraient morts avait été inventée par un témoin qui n'était pas une infirmière, mais en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Tout le monde se rappelle la supposée existence d'armes de destruction massive par l'Irak, qui s'est avérée complètement mensongère. Plusieurs pensent encore cependant que les Américains étaient sincères et qu'ils se sont tout simplement trompés. Peu savent qu'il s'agissait d'une histoire parfaitement inventée, servant de prétexte à l'invasion de l'Irak. On a également confectionné de toutes pièces l'histoire d'une intention présumée du leader libyen Muammar Kadhafi de bombarder la population de Benghazi, alors que rien ne permettait de l'affirmer. L'hypothèse de l'utilisation d'armes chimiques de la part du régime syrien contre les rebelles de Douma demeure douteuse, alors que le rapport des scientifiques ne permettait pas de tirer cette conclusion. Alors, la responsabilité américaine dans ce conflit est immense, mais elle est l'angle mort des médias qui nous donnent le beau rôle à défaut de nous donner leur juste. De ce côté-ci de l'Atlantique, on n'a droit qu'à une version des faits. Le même discours est repris de manière incessante dans les médias mainstream. Nous subissons depuis des mois au Québec, par exemple, une prose journalistique adoptant une perspective unidimensionnelle tronquée, entièrement pro-américaine. Elle est véhiculée par des gens comme François Brousseau dans Le Devoir, Richard Rétu dans la presse, Tamara Alteresco Radio-Canada, Luc La Liberté au Journal de Montréal, Dominique Harel au Collège royal militaire et Loïc Tassier à l'Université de Montréal. Nos médias nous ont-ils jamais exposé au grand jour la haine anti-russe à la base de l'escalade dans laquelle les États-Unis nous ont engagés? Vont-ils enfin, par exemple, révéler au grand public l'ampleur du Russiagate? Le Russiagate est la forme que prend aujourd'hui la russophobie aux États-Unis et il est contemporain de l'implication américaine en Ukraine. C'est le nom de la stratégie qui s'est avérée n'être qu'un tissu de mensonges des démocrates cherchant à associer Donald Trump, Wikileaks et Julian Assange à la méchante Russie. Il s'agit pourtant d'une théorie du complot complètement mensongère. Trump a, selon le Washington Post, c'est vrai, proféré au moins 30 000 mensonges pendant son mandat, alors que les démocrates n'en ont proféré qu'un seul. Mais c'est un méga média mensonge qui se reproduit et se perpétue depuis 2016. Les Russes ne sont pas à l'origine de la défaite des démocrates en 2016. Robert Mueller, chargé d'instruire l'enquête sur l'implication russe dans le processus électoral américain, n'a rien trouvé d'incriminant en 2 ans de recherche. L'entreprise CrowdStrike, qui a émis l'hypothèse d'un piratage russe, a admis au Congrès qu'elle n'avait aucune preuve à cet effet. Des avocats de Hillary Clinton ont révélé en cours qu'elle avait approuvé de faire circuler l'idée fausse selon laquelle Trump aurait fait affaire avec la banque russe Alpha Bank. L'histoire au sujet de Trump et de 2 prostituées racontée dans le Christopher Steele dossier était aussi une fausse nouvelle. Roger Stone, ami et consultant politique de Trump, fut emprisonné pour avoir fourni de fausses informations concernant les liens entre Wikileaks et Trump. Julian Assange, grand journaliste australien, risquant l'extradition aux USA pour des motifs politiques parce qu'il a révélé les crimes de guerre répétés des Américains, n'a pas été au service des Russes. Paul Manafort, directeur de campagne de Trump, n'a jamais rencontré Julian Assange à l'ambassade de l'Équateur. Les courriels incriminants de Hillary Clinton qu'Assange a diffusés n'ont pas été obtenus de la Russie. Bref, en faisant croire à une intrusion russe dans le processus électoral américain, les Américains n'ont fait qu'attiser la haine anti-russe. On ne cesse de répéter que la liberté de presse est plus grande en Occident qu'en Russie.
Les médias Sputnik et la RT, Russia Today, sont sous contrôle étatique et l'État russe emprisonne, assassine ou empoisonne les journalistes dissidents. Mais les principaux médias américains sont possédés par des oligarques. Les têtes dirigeantes de CNN, par exemple, et de la MSNBC sont des anciens membres de la CIA, du FBI ou de la NSA. Les États-Unis s'en prennent aussi à la liberté de presse, aux journalistes Julian Assange, ainsi qu'aux sonneurs d'alerte Edward Snowden, Daniel Hale et Chelsea Manning. Personne ne s'offusque de l'effacement en Occident de la chaîne RT et de Sputnik. On fait pourtant disparaître en même temps des intellectuels et journalistes dissidents ou expulsés des médias mainstream occidentaux comme Chris Hedges, Abby Martin, Jacques Sapir et Frédéric Tadei. Leurs émissions disponibles depuis des années sur la chaîne YouTube ont été évacuées de nos antennes, et ce, dans l'indifférence générale des politiciens qui vantent pourtant les mérites de la liberté de presse. Alors, ça ne s'arrête pas là. Un journaliste du Guardian recommande la fermeture de la plateforme de Grayzone et Twitter bloque les publications de Scott Ritter. Ce dernier a d'ailleurs reçu des menaces de mort. Et pour ne pas être en reste, la ministre des Affaires extérieures canadienne, Mélanie Joly, veut elle aussi s'en prendre à la désinformation russe. Au cours d'une visite récente aux États-Unis, la ministre a été l'hôte d'un événement intitulé Défendre la démocratie et les droits de la personne face à la montée de la désinformation. À l'occasion de cet événement, elle a présenté les mesures prises par le Canada pour contrer la désinformation, lutter contre l'autoritarisme numérique et défendre le libre accès à Internet. C'est que le Canada est en 2022 à la tête de la coalition Liberté en ligne, sur le site de laquelle on peut lire une déclaration provenant des autorités canadiennes produite en mars 2022, énonçant ceci. Je cite, à un moment sans précédent de l'histoire où les gens du monde entier se tournent vers l'Internet pour se connecter, apprendre et consommer leurs nouvelles, la campagne de désinformation coordonnée par la Fédération de Russie a créé des récits faux et trompeurs destinés à corrompre l'environnement de l'information. Cette campagne vise à semer la confusion, à susciter la division et à éroder la confiance en la démocratie. Au final, elle met des vies en danger. Alors, il est difficile dans un tel contexte de penser que la dissidence pourra encore longtemps s'exprimer. Les mots d'ordre de la ministre semblent indiquer que la chasse aux sorcières est bel et bien amorcée. Or, la conclusion est terrible. En un sens, la liberté de presse est encore plus mise à mal ici qu'en Russie. Là-bas, personne ne se fait d'illusions sur le contrôle de l'information. Ici, la désinformation partisane russophobe se déploie à son plein maximum et fonctionne à plein régime propagandiste, sans que les citoyens ne s'en formalisent ou ne s'en rendent compte. Les outils de propagande sont donc, en un certain sens ici, beaucoup plus importants parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces et trompeurs. Alors, je m'arrête ici. S'il vous plaît, je m'arrête ici et je vous remercie de m'avoir écouté faire ce long exposé.